Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Yoann Montenot, chef de projet au Design Spot. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une rencontre avec Claire Lapassa de l'agence Units. Cette rencontre, donc, c'est de l'Atelier Universel, Mais pardon. Units, c'est nos amis. Oui, c'est vrai, de l'agence Atelier Universel. Et donc, dans ce cycle qui s'appelle le Design en action, donc la thématique aujourd'hui, c'est réduire les risques alimentaires au niveau de nos aliments et entre autres, dans ce cadre-là, sur des bactéries qui peuvent se retrouver dans les poulets. Alors, on vous retrouve aujourd'hui au Lumen, dans le forum de ce magnifique bâtiment dans lequel on a aménagé il y a peu. Et donc, dans ce bâtiment, vous avions déjà parlé de la matériothèque que nous avons presque fini d'installer, mais nous pouvons dès à présent vous accueillir tous les mercredis après-midi de 14h à 17h, où nous faisons une permanence. Donc, je peux vous présenter l'outil et on peut déjà commencer à faire des recherches sur les matériaux. Alors, précédemment, effectivement, je parlais de l'agence Unis parce que c'était la dernière fois, nous avions accueilli Tom qui nous avait parlé du projet Pirate que nous avions réalisé avec le CEA. Vous pouvez dès à présent retrouver la vidéo de cette conférence sur notre chaîne YouTube. Alors, nous faisons également des ateliers que nous organisons au Lumen, donc c'est sur inscription, vous êtes les bienvenus, et nous faisons aussi ces ateliers sur mesure. Donc voilà, en fonction de vos besoins, on adapte ces ateliers, toujours autour de la thématique du design. Alors les prochains événements que nous allons organiser, vous aurez à nouveau une rencontre sur le design en action avec le projet Mookie que nous avons réalisé pour le CEA avec le designer William Boujon de l'agence Bold Design. Et ensuite, le 6 mars, une conférence qui sera animée par Vincent Créance, le directeur du Design Spot. Et donc, cette conférence sur les nouveaux territoires du design, sur la thématique plus spécifique de l'enseignement, nous avons invité Frédéric Pain de l'ENSI Les Ateliers, donc la directrice. Alors, pour retrouver toutes ces informations, vous n'hésitez pas à retourner, à aller voir sur notre site internet. Vous trouverez toutes les informations en lien avec nos événements. Et vous pourrez également vous inscrire à la newsletter. Donc cette newsletter, pour y accéder, il suffit d'aller au niveau du footer de notre site internet, vous renseignez votre adresse mail et vous recevrez toutes les informations utiles pour vous inscrire à nos événements. Alors, le Design Spot réalise également des accompagnements. On fonctionne vraiment comme une agence de design, mais on s'appuie la plupart du temps sur des ressources externes. Et c'est pour ça que Claire est là aujourd'hui pour vous raconter justement les coulisses, vous expliquer les coulisses d'une étude de design que nous avons pu réaliser. Alors, elle a été réalisée dans un cadre bien spécifique. C'est donc un appel à projet de l'Université Paris-Saclay qui s'appelle les POC in Labs. Les POC in Labs, c'est financé par les investissements d'avenir, mais également par la région Île-de-France. Et donc, cet appel à projet est ouvert à tous les laboratoires de l'Université Paris-Saclay. Ils postulent, et s'ils sont sélectionnés, ils ont un ensemble d'accompagnements, dont un accompagnement en design que nous avons réalisé aujourd'hui. Enfin, c'est le projet que nous vous présentons aujourd'hui. C'est un projet réalisé pour l'INRAE. L'INRAE, sa mission, c'est relever les défis de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement pour le monde de demain. Voilà, donc ça, c'est leur projet. Et vous pourrez retrouver l'ensemble de ces informations sur leur site internet. Vous avez beaucoup de contenu qui permet de mieux comprendre quelles sont leurs missions. Alors, aujourd'hui, je vous ai parlé du projet, mais je ne vous ai même pas dit son nom, mais voilà, c'est le projet Oscar. Donc, nous avons avec Yasmina Vidic, la chercheuse que nous avons accompagnée, nous avons fait une recherche d'agence qui pouvait répondre aux besoins de son projet. Et nous avons sélectionné l'agence Atelier Universel avec Claire qui est là aujourd'hui et qui va pouvoir nous raconter justement comment s'est déroulé ce projet. Et ce qui serait bien, Claire, je vais te laisser la main, mais ce qui serait bien, c'est que tu racontes aussi, expliques l'agence Atelier Universel, qui vous êtes et en quelques mots ce que vous faites, vos projets. Donc je te laisse à la télécommande et moi je reste là pour intervenir et participer à la présentation. Merci Yoann pour l'introduction.
Et ravie d'être là. Donc, l'Atelier Universel, nous, on est une agence de design globale. Et notre mission, grosso modo, c'est de donner forme à des objets qui n'existent pas encore. Et quand on parle d'objets, ça peut être des objets physiques, des produits industriels de la vie de tous les jours, des espaces, ça peut être des interfaces numériques. Et je pense que ce qui était intéressant dans l'association entre les équipes de Jasmina, de l'INRAE et nous, c'est qu'on part d'abord de l'expérience, de ce qu'on veut faire. Et ensuite, s'il faut dessiner une application numérique, on va pouvoir le faire. S'il faut dessiner une partie produit, on va pouvoir le faire aussi. Et donc, voilà, c'est vraiment cette approche de design global. On part de la question, on part du sujet. Et après, on va trouver, on va dire, la matérialité qui convient, en fait, au projet. Donc, la mission qu'on a, c'est vraiment la mission traditionnelle du design depuis la révolution industrielle, qui est de donner forme à des choses qui n'existent pas encore. Et puis de faire en sorte que ces objets, encore une fois, qu'ils soient physiques, qu'ils soient numériques, ils rencontrent leur marché, qu'ils rencontrent leur public. Et donc, ce qui va nous intéresser en tant que designer, c'est d'être capable de jouer avec des contraintes de fabrication, des matériaux, par exemple, des procédés, pour avoir une équation économique qui va marcher. Ça va évidemment être que ces objets soient utiles. Le designer, ce n'est pas un artiste. L'objet, à la fin, il a une finalité. Et puis ces objets, il faut aussi qu'ils soient beaux, en tout cas qu'ils soient désirables. Et c'est peut-être ça aussi qui peut nous distinguer, si je caricature, par exemple du métier d'ingénieur, où cette dimension esthétique n'est pas forcément la commande. Alors je ne dis pas que les ingénieurs dessinent des choses moches, ce n'est pas du tout ça. Mais en tout cas, nous, dans notre formation et dans notre mission, on a cet enjeu de la formelle qui est très important et cette expertise de la forme qu'on vient chercher. Et ça fait partie, du coup, tu vas en parler de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que pour qu'elle soit le plus agréable possible, la forme est essentielle pour qu'elle soit fluide et agréable. Mais ce que tu dis est important parce que c'est vrai qu'on parle de beauté, mais parfois sur des objets numériques, on se dit où est la beauté, mais dans ce cas, on va plutôt être de l'ordre de la désirabilité et on va dire effectivement de la fluidité, de la capacité à effectuer de façon agréable une action. Ce que je vous disais, c'est que si on se remet dans une perspective historique, initialement le design part plutôt des objets physiques, et puis avec l'évolution de l'industrie, il est passé sur les interfaces graphiques, et aujourd'hui on parle de design de service, c'est-à-dire que finalement c'est plus tant de partir d'un produit, mais que d'une expérience globale, et ensuite d'être capable de dessiner ce qu'il faut pour que cette expérience elle puisse fonctionner. Donc j'en arrive après ce petit détour par Oscar, où la question posée au départ par Jasmina et ses équipes au sein du laboratoire Michaelis, c'est de se dire on a une bactérie qui s'appelle Campylobacter et qui aujourd'hui est responsable de plus de 40% en fait, des infections dans l'alimentation collective. Et on a une réglementation en fait, qui est en train de se durcir sur le besoin de détecter ce pathogène. En fait, c'est un pathogène qui n'est pas nocif pour le poulet, mais par contre, nous, en tant qu'humains, on va tomber malade. Donc tout l'enjeu est que finalement, l'éleveur, lui, entre guillemets, il s'en fiche un peu que son poulet est ça. Mais par contre, nous, on va devoir faire en sorte de le détecter, sinon on va tomber malade. Et donc là, le but des équipes de Jasmina, c'est de développer un test pour détecter Campylobacter qui soit beaucoup plus rapide que les tests existants, parce que les tests existants, il faut, avec les temps d'incubation, entre 2 à 3 jours pour le mener à bien. Et du coup, là, et en plus, on travaille avec un pathogène qui est une bactérie. Donc là, l'idée, c'est de faire des tests plus rapides et qui, en fait, toute l'idée de Jasmina, c'est de faire en sorte de manipuler l'ADN. Donc on éclate le pathogène, on détecte l'ADN et du coup la bactérie est de fait inoffensive, qu'elle a été détruite. Je vais rentrer tout de suite dans la projection qu'on a faite et après je vais revenir sur la méthode. Grosso modo, notre mission dans le cadre du POCIN Lab et dans le cadre des POCIN Lab, c'est prendre des résultats de labo et de faire en sorte de les amener par la forme vers des applications. Et donc on a travaillé sur une sorte de roadmap temporelle en se disant dès demain, qu'est-ce qu'on peut lancer? Et puis à moyen et plus long terme, quelle pourrait être notre trajectoire? Ce qui va permettre potentiellement de prendre des orientations, des décisions et de pouvoir anticiper cette arrivée progressive. Donc à court terme, ce qu'on peut faire, c'est le kit de réactifs et ce qu'on appelle des probes qui sont spécifiques à la détection du pathogène, qui pourraient en fait dès demain être commercialisés.
Demain, c'est potentiellement des dispositifs qui permettent à différents acteurs de la chaîne alimentaire de détecter le pathogène. Et c'est ce qu'on a appelé le Lab in a Box, donc un petit laboratoire embarqué, mais qui propose tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les tests. Et puis à terme, idéalement, c'est carrément à la source, à la ferme, de pouvoir détecter le pathogène. Donc la méthode qu'on s'est donnée en tant que designer, c'est déjà de se dire, bon, on part d'un protocole labo, mais en fait, les chercheurs, ils sont très très bons pour faire un travail de chercheur. Il y en a qui peuvent avoir un talent et pour l'explication auprès du grand public et la vulgarisation, mais on va dire que ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Et là, en tout cas, il y a une première étape de vulgarisation en fait, du protocole labo, d'illustration de ce protocole qui est absolument nécessaire. Et nous, on a fait 2 POC in Lab. À chaque fois, cette étape de vulgarisation, c'était bien sur, si je découpe le projet en 5 tranches, bien 2/5 du projet. Donc, il faut en avoir conscience. Il faut vraiment réserver le temps qui est nécessaire à ça, parce que si on ne comprend pas bien la techno, si on n'est pas capable de l'expliquer, en fait, derrière, nous, en tant que designer, on ne va pas être capable de bien projeter des applications à partir de là. Et c'est la particularité d'Atelier Universel aussi, qui est justement cette capacité à bien analyser le contexte et de le faire en interaction. J'imagine que tu vas le présenter après. Vous avez des outils numériques qui permettent justement de travailler en interaction avec les porteurs de projets et de définir ensemble. Vous prenez pas, vous ne réfléchissez pas à la problématique dans votre coin. C'est-à-dire que c'est vraiment des interactions avec les porteurs de projets qui peuvent effectivement prendre un petit peu de temps dans la mise en place. Et ça, en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans l'agence, on est 3 cofondateurs. On en a un qui a un profil business et on est 2 à être ingénieurs designers, à avoir une grande culture, on va dire, scientifique et technique. Et moi, personnellement, en école, j'ai fait beaucoup de biologie, en fait, ce qui a pas mal aidé sur ce projet. Et d'ailleurs, Unit, la semaine dernière ou le mois dernier, c'est pas non plus un hasard, c'est aussi un ingénieur designer. C'est-à-dire qu'on va retrouver quand même sur ces missions-là des personnes qui sont quand même capables de faire le lien. Le design, c'est beaucoup un travail de médiation et le fait d'être un peu bicéphale comme ça nous a bien permis de faire ça. Donc la deuxième étape, c'est la partie cas d'usage, alors qui est toujours trop courte à notre sens, mais là, il s'agissait d'un projet un peu en mode sprint, mais on a quand même pu interroger un chercheur vétérinaire et un chercheur qui travaille sur des enjeux de sécurité et d'hygiène dans l'alimentaire, qui a pu nous relayer aussi le point de vue de personnes plus de terrain. Et puis après, vraiment le travail de design, de projection, d'incarnation dans ce que pouvait donner ce protocole labo si ça devenait un produit ou un service. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que par rapport à ces questions d'usage, dans l'idéal, c'est de trouver vraiment les personnes qui vont manipuler dans le contexte réel, quoi. Oui. Donc c'est un point de vigilance qu'il faut avoir, mais ce n'est pas toujours possible. Et puis dans ce cas-là, on trouve d'autres personnes qui peuvent avoir ce point de vue, mais c'est des fois un petit peu biaisé parce qu'ils n'ont pas vraiment l'expérience terrain réelle, quoi. Mais je reviendrai dessus effectivement par ailleurs, mais c'est vrai qu'idéalement dans le cadre de ce projet on n'a pas été jusqu'à interroger un éleveur. On aurait dû aller à la ferme, visiter un élevage de poulets, voir comment il fait, parce qu'ils suivent déjà, ils font certains tests sur leurs élevages, trouver des éleveurs qui ont notamment des petits postes de tests, des mini-labos chez eux pour vraiment bien documenter les outils et les pratiques qui sont possibles en fait dans ces environnements-là. Donc pour le travail de vulgarisation, en fait, on a fait en plusieurs temps. On a fait un premier temps, on a fait un atelier à distance. Du coup, on a utilisé l'outil Miro, je reviendrai dessus. Puis on a fait une première illustration. Et ensuite, on est allé au labo, rencontrer les équipes de Jasmina et vérifier vraiment les objets qu'ils utilisaient, prendre des photos et leur montrer le premier croquis pour qu'ils puissent rebondir. Donc voilà, quand je disais que c'était 2/5 de la mission, effectivement, ça prend du temps. Donc voilà un extrait de ce que ça peut donner. Donc on fait ça sur un tableau blanc partagé. Vous pouvez faire ça sur un Google Slide si vous voulez. Là en l'occurrence on utilise un outil Miro. Et en fait ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait été chercher déjà des images de verreries. On sait qu'il va y avoir un centrifugeur, on sait qu'il va y avoir des tubes à essai. Et puis à partir d'un premier Word qu'ils nous avaient envoyé, on avait commencé à pré-placer des choses et avec eux, on avait complété, on avait annoté. Et ce qui est intéressant sur ce projet, c'est-à-dire que sur l'autre POC in Lab qu'on a fait, on s'est vraiment contenté de raconter le protocole labo. Là, en fait, comme on avait déjà des idées des cas d'usage, notamment le cas de pouvoir faire des tests chez l'éleveur, on a commencé à pouvoir le challenger aussi, nous, en tant que designers,
par rapport à la praticité qu'on pouvait déjà imaginer. Et à un moment, Jasmina décrivait une étape où il fallait réchauffer, il fallait réattendre 24 heures pour pouvoir en fait faire proliférer suffisamment la bactérie ou le pathogène pour avoir une bonne quantité. Et là, on a dit, bah non, en fait, repartir sur un temps d'incubation, ça semble long et pas pratique à faire quand on est infirmier, qu'on a son élevage, qu'on a commencé à lancer le test, il faut arrêter, il faut revenir. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire autrement et de faire plus court? Parce que concrètement, on prend des échantillons de tissus de poulet, c'est ça, hein? Tu récupères dans les selles de poulet ou sur la peau du cou. Okay. Donc soit tu prends la peau du cou que tu vas rebroyer, soit tu prends en fait, directement les excréments. Et puis à partir de là, tu vas chercher à détecter la présence ou non de la bactérie dans le cadre des tests actuels. Puis dans notre cas, en fait, on va assez vite éclater la bactérie pour récupérer l'ADN. Donc pour ça, il faut la cultiver avant et donc là, pour pouvoir la détecter. Dans les premiers temps, effectivement, il fallait d'abord la cultiver et pour qu'elle puisse proliférer, bien se développer. Je ne sais pas, souvent on leur donne un bouillon en fait. Comme ça, les bactéries, elles mangent le bouillon, elles sont contentes, hop, elles prolifèrent. Et bien là, cette phase de culture et de développement, on voulait s'en affranchir. Et du coup, ce qu'a proposé Yasmina, c'est ce qu'ils appellent la préconcentration magnétique. Et donc, c'est un système, je reviendrai dessus lorsqu'on a décrit le protocole labo, mais grosso modo, qui permet juste d'aller aimanter notre pathogène et de garder que ça. Et donc, en fait, ça, c'est juste un geste, en fait, et une manipulation. Alors, certes, ça complexifie, entre guillemets, le geste, mais par contre, ça dure 1 minute au lieu de durer 24 heures. Donc, en fait, pour vous dire que le dialogue avec le cas d'usage, avec les contraintes qu'on peut imaginer, ça permet en fait de faire ce dialogue en fait, et cette itération avec les chercheurs qui est intéressante. Et d'ailleurs, je m'avance un peu. Ensuite, Yasmina, quand ils ont dû travailler avec une de ses doctorantes sur la détection de E. coli dans les eaux de mer, ils ont utilisé cette technique de préconcentration parce qu'on avait un pathogène qui était potentiellement très dilué. Et donc, ça permettait tout de suite de ne garder que les bactéries d'intérêt. Donc, au-delà d'améliorer, on va dire, le cas d'usage dans notre cas, ça a aussi permis en fait, à l'équipe de chercheurs de réfléchir à d'autres solutions qu'ils ont pu redéployer par ailleurs sur d'autres projets. Donc ça, c'était la première illustration qu'on avait faite, donc, voilà, de remise au propre pour raconter comment se passait le protocole qu'ils avaient pu mettre au point, et en plus le nouveau protocole qu'on avait pu travailler du coup grâce à ce travail de dialogue. Donc là, oui, c'est vraiment un travail graphique qui est essentiel pour rendre scénarisé, rendre compréhensible facilement. Et je trouve d'ailleurs que la présentation finale avec les illustrations de la poule, enfin les couleurs employées, participe aussi du coup à rendre séduisante aussi leur solution, parce que ça va au-delà de la rendre l'expérience pour le fluide pour l'utilisateur, mais c'est aussi donner une image du projet qui soit valorisante aussi pour des financeurs potentiels, pour expliquer de manière simple à des gens qui ne sont pas forcément experts dans le domaine. Donc ça, c'est un peu de la médiation, médiation scientifique en fait. Et là où c'est un point important, c'est qu'effectivement, nous, à la fin, ce qu'on a livré aussi, c'est un deck de slides, donc avec toutes les illustrations séparées, autonomes, et qui avait pour visée de permettre à Yasmina et à ses équipes d'aller faire la promotion du projet, de le montrer à des potentiels investisseurs, et donc vraiment d'avoir ce support aussi avec l'argument. Donc ça, c'est la partie où on est chez eux, où là, on prend en photo pour être encore plus juste finalement dans la description du protocole labo, parce qu'on sait qu'il y aura une partie du public qui sera des non-spécialistes, mais pour les spécialistes, s'ils voient une pipette qui n'est pas la bonne pipette, d'une certaine façon, ils vont, entre guillemets, bugger, et ça va créer des discussions inutiles. Donc pour nous, c'était important aussi que même le matériel représenté, ne serait-ce que de façon schématique, il soit juste et il soit correct. Voilà, donc ça c'est un dispositif qui me permet de faire vibrer les tubes pour bien remélanger voilà, les petits papiers qu'on va utiliser pour faire en sorte que l'ADN vienne se fixer, soit recombiné au marqueur, et puis jusqu'aux logiciels et qui sont utilisés pour montrer les résultats.
Donc vulgarisation, aller sur place. Après, on a travaillé sur les cas d'usage. Pour travailler sur les cas d'usage, du coup, l'idée c'était d'avoir une approche centrée usager. Encore une fois, ce que je disais, c'est qu'elle a été incomplète, mais du coup, on a quand même pu avoir quelques retours sur notamment le fait qu'on a déjà des fermiers, des éleveurs qui ont des mini-labos en fait, qui vont permettre de faire déjà des tests en fait, sur leur élevage. Donc ce n'est pas absurde d'imaginer que demain, ils pourront aussi tester Campylobacter dans cette situation et que, en fait, que ce soit les abattoirs ou les industriels, donc l'abattoir, c'est celui qui va tuer le poulet et produire la carcasse, et ensuite l'industriel, c'est celui qui va transformer le poulet, le cuire ou l'empaqueter pour ensuite le vendre en distribution. Souvent, en fait, ont des petits laboratoires avec des possibilités pour centrifuger, détecter l'ADN. Il rappelait quand même qu'aujourd'hui, c'est pas un pathogène pour les poulets. Donc, à part une réglementation qui inciterait spécifiquement les éleveurs à le faire, ou alors des accords entre les acteurs de la chaîne, ça, c'est pas la priorité. Par contre, au niveau des abattoirs, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Et s'il faut qu'il y ait un premier déploiement, ce sera a priori dans ce contexte-là qu'on le déploiera. Et on a pu interroger un chercheur et vétérinaire qui nous rappelait que quand même on a 90% des poules qui ont cette bactérie dans l'intestin. Donc ne mangez pas de tartare de poulet, vous le savez, cuisez-le bien à cœur. Il faut bien le cuire. Et qu'il nous donnait quelques contraintes, il faut quand même un endroit propre pour faire ce genre de test. Et puis il rappelait, ça c'était plutôt intéressant dans le cadre de notre projection sur des tests chez les éleveurs, que finalement c'est assez coûteux à chaque fois d'avoir un vétérinaire qui se déplace chez un éleveur et que finalement vraiment cette idée de dire c'est l'éleveur demain qui fera lui-même le test de détection du pathogène, elle est tout à fait intéressante. Donc vulgarisation, cas d'usage, et arrive la partie, on va dire, purement un peu plus classique dans le cadre d'une démarche de design, qui est ce travail de projection et d'incarnation dans des objets qui soient encore une fois physico-numériques. Et là, on a pu travailler à partir d'images de référence qu'on avait cherchées un petit peu partout, avec des formes de tests. On avait pris des tests de grossesse, des petits laboratoires, des petits modes d'emploi. Là, on a des choses qui ressemblent, c'était avant le Covid, mais qui ressemblent à des tests que vous connaissez tous et que vous avez pu pratiquer un certain nombre de fois chez vous. Et là, tu es toujours sur Miro. Là, on est toujours sur Miro. Ok, ouais. Donc c'est des choses que, en fait, après, les porteurs de projet, ils peuvent y retourner même. Exactement. Et nous, ce qu'on utilisait, c'est que quand on avait une idée, hop, on glissait l'image sur notre feuille, on la commentait, on dessinait autour. Et donc, finalement, on est arrivé à différents scénarios qu'on a creusés, court terme, moyen terme, long terme, avec ceux qui nous semblaient évidemment le plus facile à lancer immédiatement et ceux qui étaient plus ambitieux, sur lesquels il y avait plus de développement. Là, je vais vous les présenter maintenant dans des extraits du coup, de la présentation finale qu'on a livrée à Yasmina et à ses équipes. Peut-être juste sur le protocole labo, je vais essayer d'aller vite. J'ai fait un peu de biologie moléculaire, mais j'étais étudiante, donc vous m'excuserez si je ne suis pas tout à fait fidèle. Mais grosso modo, on va aller récupérer sur la peau du cou on va faire un prélèvement de peau du cou, qu'on va mettre dans une solution. Et c'est là qu'on va faire une première étape de préconcentration de la bactérie grâce en fait à des particules qui sont des antigènes, mais qui vont être greffées sur une particule magnétique. Donc en fait, les bactéries vont venir se coller, ou l'antigène va venir se coller à la bactérie, et avec un aimant, quand on jette le liquide, finalement, ce qui va rester dans le tube, c'est uniquement notre bactérie Campylobacter. Toutes les autres bactéries, tout ce qu'il y avait, hop, ça a été jeté. Et c'est ça qu'on appelle l'étape de préconcentration. Donc c'est ça qu'on a rajouté dans le dialogue et qui fait que c'est juste des gestes de transvasement. Et il n'y a pas de temps d'incubation. On n'a pas besoin de donner du bouillon aux bactéries pour qu'elles se développent, qu'elles mangent, etc., et qu'elles prolifèrent. Donc une fois qu'on a préconcentré notre pathogène, on va venir extraire son ADN. Donc pour ça, on va mettre une solution chimique qui va éclater les cellules. On va récupérer l'ADN et l'ADN, on va le centrifuger. Et en fait, comme il est plus lourd, on va pouvoir le récupérer en bas là, de notre petit tube à essai.
Donc, vous avez vu, on a fait une première étape de préconcentration du pathogène. On a éclaté la cellule, on a récupéré l'ADN par centrifugation. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a jeté toute la phase supérieure, on va refaire une solution d'ADN en rajoutant de l'eau distillée. Et là, on va chauffer. Le fait de chauffer, ça sépare les deux brins d'ADN. Donc, on a deux brins libres. Parce que sinon, l'ADN, en fait, il se met par double brin. Du coup, ça, on chauffe, c'est 15 minutes. Donc, ça reste, on va dire, un temps, mais qui reste un temps admissible, on va dire, dans le cadre d'un protocole. Nos brins qui sont séparés, on va les mettre sur une membrane. Et cette membrane, on va venir, du coup, fixer avec une lampe UV pour que les brins se recombinent pas et soient bien fixés séparément. On le met dans une solution qui fait que toutes les autres pores de la membrane vont être saturés et il n'y a rien d'autre qui va venir s'y mettre. C'est un peu compliqué, mais vous pourrez regarder la vidéo, la bonne idée. Et donc, c'est ça qui va nous permettre de détecter vraiment notre pathogène. C'est qu'on a ce qu'on appelle une probe qui va venir se recombiner sur notre brin d'ADN du pathogène. Et cette probe, elle a ici un petit marqueur. C'est un truc qui va nous servir à la détecter, en fait. C'est ce qui donne la couleur, c'est ça? C'est ce qui va ensuite donner effectivement le signal, qui peut être un signal lumineux, un signal coloré, etc. Mais ça va se refaire encore à l'étape d'après. Et donc, en fait, ce que fabrique... ça, c'est quelque chose qu'on peut vendre, en fait. C'est ça qu'on appelle la probe. Et qui va permettre de révéler, à partir du moment où j'achète ça, moi, je vais pouvoir, si j'ai l'équipement, reconnaître la présence ou non de mon pathogène. J'attends. Bon, alors il faut quand même attendre 1 heure. Et je vais ensuite laver ma membrane, rebloquer tout ça. Je vais un peu vite. Et là, je vais mettre un révélateur. Et c'est ça qui va, en fait, lorsque je viens avec une caméra ou avec un téléphone, émettre un signal lumineux. Et ça va me permettre de détecter non seulement la présence, mais aussi la quantité. Je ne sais pas si j'étais très claire. Si, ça va. Donc ça, c'est le protocole et c'est le premier travail de vulgarisation qu'on a fait. Et du coup, après, voilà notre petite carte d'acteur. On pourrait potentiellement être à la ferme demain, après-demain, on va dire. Très, très vite, notre premier point d'intérêt, c'est les abattoirs ou les compagnies vétérinaires. Potentiellement demain aussi, les industriels qui transforment la nourriture, voire même certains acteurs de la distribution. Et puis évidemment ceux qui vont nous donner les contraintes et qui vont faire évoluer les réglementations dans les différents pays. Alors les solutions, on a dit demain le kit avec les probes, les papiers. Après-demain, le laboratoire pour pouvoir être dans les abattoirs et autres, les vétérinaires, etc., ceux qui font déjà du test en fait, de pathogènes. Et puis, après-demain, chez le fermier. Donc, juste pour le kit, on va avoir du coup les différents réactifs. Et aussi, en fait, ce qu'on voulait proposer très vite, c'est le dispositif de reconnaissance par l'image et de gestion des tests et de pouvoir racheter aussi les probes. Oui. Call to action. Et donc, on vient avec les réactifs, mais aussi, on va dire, le logiciel qui va nous permettre de traiter les résultats. Mais c'est vrai qu'il y a forcément une réflexion par rapport au modèle économique aussi. Enfin, on amène aussi ça pour que ce soit vertueux à la fois pour la start-up aussi, pour le porteur de projet, et puis pour que ce soit pratique pour l'utilisateur, avec la possibilité d'avoir tous ces éléments dans l'application, quoi. Un des avantages aussi du protocole proposé par les équipes de Yasmina, c'était qu'il n'y avait pas besoin de caméras spécialisées pour faire la détection et qu'on pouvait juste faire ça avec un simple téléphone portable. Okay. Qui embarque, qui est capable d'analyser une image. Donc là, on a la traçabilité des essais, on a, tout est ça, donc disponible. Ça fait la révélation, la quantification de la quantité de pathogènes et ensuite, du coup, le côté plus dashboard de mes tests que je peux interconnecter après avec mes tableaux Excel et autres.
Et là, donc, le travail que vous avez effectué, c'est essentiellement, enfin, il n'y a pas une interface qui a été développée de manière détaillée, c'est juste c'est un POC, mais vraiment POC sommaire, juste visuel, qui permet de se projeter dans la solution. Donc effectivement, ce que tu dis, donc POC, ça veut dire preuve de concept. On est vraiment sur quelque chose qui n'est pas du tout encore développé. C'est vraiment quelques écrans clés pour comprendre les fonctionnalités et des visuels qui permettent vraiment de comprendre le cœur du projet et les principales fonctionnalités qu'on veut offrir. Donc la partie Lab in a Box, là, du coup, on a dessiné une sorte de produit, mais qui n'a pas de valeur de design produit. On a mis genre une demi-journée à faire le truc, à le modéliser, à mettre des rendus. Donc autant vous dire qu'on n'est pas du tout sur la bonne échelle s'il fallait vraiment lancer le produit. Je ne sais même pas si on a la place de faire rentrer le centrifugateur en vrai dans ça. Mais ce qui compte, encore une fois, c'est ce travail de projection. Et donc avec ce petit laboratoire qui, du coup, permet d'embarquer ce qu'on a fait avant, nos kits de réactifs, nos petites membranes, pour venir déposer nos solutions d'ADN, nos petits brins d'ADN, etc. De quoi embarquer la petite pipette, les petits tubes Eppendorf, la petite pince et les boîtes de pétri. Et l'application, donc avec l'idée d'avoir un système ultra compact qui puisse venir se mettre sur un coin de table. On est capable d'avoir une surface un peu propre pour opérer. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment pas... On a plaqué des textures, on a fait un rendu, mais c'est vraiment pas l'objet. C'est plus pour venir illustrer tout ça avec le côté l'aimant pour faire la préconcentration magnétique, le petit compartiment pour chauffer, un petit endroit pour faire vibrer. Et puis, voilà, on avait même mis là, la technique de la petite lampe à UV pour venir fixer le brin d'ADN, faire en sorte qu'il ne se recombine pas. Et un petit écran de contrôle. Je ne sais même plus à quoi il servait. Peut-être qu'on pourrait l'enlever. Si, je pense pour contrôler la température ou les données de vibration. La vitesse de rotation. Voilà. Et donc la partie test sur le terrain qui, là, pour le coup, est encore un peu, été un peu plus long terme. On a plutôt dessiné ce qui nous semblerait être idéal, à savoir, je suis dans mon élevage, je vais juste tremper un coton-tige dans une fiente de poule ou de poulet. Et à partir de là, je vais plonger ça dans différents petits tubes pour faire mes manips. Et je vais avoir un mini laboratoire embarqué pour pouvoir faire mes tests sur des petites bandelettes de papier et faire la révélation. Avec toujours mon téléphone. En plus, ça nous semblait bien de rester sur téléphone, c'est nomade. On imagine bien que c'est plus pratique que une grosse tablette ou autre. Donc voilà, sur l'application, je vais pas forcément m'attarder, mais on retrouvait le mode d'emploi qui était intégré. Les derniers tests réalisés, les prochains tests qu'on souhaitait faire. Donc voilà le protocole, le système pour venir prendre en photo les bandelettes avec une cale pour venir bien se placer par rapport à sa bandelette et pouvoir ensuite prendre la photo et avoir les résultats. Et puis du coup les tests effectués, pas forcément dans les détails, du coup avec potentiellement on avait déjà intégré le fait que demain on ne testerait pas du coup que Campylobacter, mais on ferait des tests croisés en mélangeant aussi la recherche de E. coli ou de salmonelle en une manip. Et on pouvait évidemment racheter ces kits dans le même outil. Voilà, donc ce qu'on retient de la mission, encore une fois, c'est surtout cette importance de la vulgarisation scientifique et technique. Le fait de croiser ça avec des cas d'usage, d'aller sur le terrain. Encore une fois, si on avait eu un peu plus de temps, nous, on aurait bien aimé aller carrément chez l'éleveur pour voir aussi la réalité. Et donc, s'il fallait continuer le projet, ce serait ça. Après, sur la suite du projet, là, pour l'instant, les équipes de Jasmina ont un peu laissé tomber la détection d'ADN chez Campylobacter. Ils travaillent plus sur reconnaître des pathogènes avec les protéines membranaires. Mais encore une fois, ce qu'on avait dit, c'est que ça les avait aidés sur d'autres projets et que demain, s'ils arrivent à retrouver des financements pour continuer, ça pourrait reprendre. Donc, on reste sur quelque chose qui est vraiment un dialogue avec les chercheurs,
et qui participe à l'avancée en fait aussi des connaissances qui sont au cœur de la recherche, en ayant un peu ce dialogue croisé avec de la projection, le protocole labo et des allers-retours comme ça. Parce qu'il faut rappeler, c'est effectivement les POC InLab, ce n'est pas non plus des budgets d'études de design qui sont très élevés. Donc c'est forcément, on ne peut pas aller jusqu'au bout de la réalisation d'un vrai prototype. Surtout là, en l'occurrence, dans ce projet-là, il y a quand même beaucoup d'éléments en fait, qui font partie du protocole. Donc c'est assez coûteux à réaliser. Mais déjà, là, on voit qu'avec une première analyse et avec une approche centrée utilisateur, vous avez réussi à mettre en place quand même des éléments qui font partie de la solution, avec déjà une formalisation. Donc il y a déjà eu une mise en forme, il y a une cohérence formelle, il y a une cohérence graphique qui fait que ça aide aussi les porteurs de projets, déjà eux pour réfléchir à leur solution, et ensuite pour montrer ce que potentiellement les recherches qu'ils réalisent sur un domaine bien particulier, comment ça pourrait devenir une solution qui pourrait arriver sur le marché. Et du coup, avoir potentiellement une vertu aussi économique, une vertu bien sûr sanitaire, dans le cas du Campylobacter, mais aussi avec une réalité économique. Alors, c'est vraiment les prémices. Hein. Là, on est vraiment sur un POC, un Proof of Concept. Donc, c'est vraiment le tout début. C'est pour ça qu'on aime bien collaborer avec Atelier Universel, parce qu'il y a vraiment toute cette partie analyse centrée usage et avec une formalisation qui donne tout de suite des résultats où on se projette bien dans la solution, quoi. Et moi, ce que je trouve intéressant dans cette démarche POC InLab, c'est ça s'appelle aussi prématuration. Oui. Donc, on est vraiment je pars d'un résultat vraiment de paillasse, de labo, qui est assez brut, vraiment qui est de l'ordre on reste sur des articles de recherche et on lui donne une première forme qui est beaucoup plus du coup illustrée et vulgarisée, et ensuite on se dit mais ça, qu'est-ce que ça pourrait donner si c'était sur le marché, quoi. Donc ce terme de prématuration, je trouve qu'on correspond assez bien à la démarche là qu'on a. Oui, c'est peut-être plus plus explicite. POC InLab, après, si, preuve de concept. Oui, dans les laboratoires. Mais c'est vrai que le fait, oui, c'est une prématuration. Donc c'est avant même de se dire, on peut aller plus loin dans le projet et du coup développer une solution. Et après, c'est tout à fait possible de continuer l'étude. Il y a une base déjà qui existe, qui est pertinente avec votre approche à Atelier Universel. Et on a travaillé sur d'autres projets aussi, plus tech, surtout avec Xavier, puisque on va dire que toi, tu es plutôt le designer. Voilà. D'ailleurs, Xavier avait dessiné les écrans là, pour Oscar, okay. Parce que du coup, lui fait ça en 3 coups de cuillère à peau. En fait, en vrai, on ne passe pas beaucoup de temps à designer les objets. Si on était sur un vrai projet, rien que faire les écrans... En vrai, ce serait 15-20 jours de mission. Là, on parle d'une mission, je crois que c'est une dizaine de jours. Donc, en vrai, l'exercice de dessin, il est hyper rapide. C'est presque de l'esquisse. Là, on l'a fait photoréaliste parce qu'on sait que derrière, il faut donner un peu l'impression que ça existe d'une certaine façon déjà. Il faut convaincre par de la forme qui permet de se projeter dans « tiens, le produit, il est déjà là ». Mais en vrai, c'est presque du croquis à la main, quoi. C'est du niveau, on va dire, de conception d'un croquis à la main. D'où l'intérêt d'être réaliste aussi dans les éléments qui sont représentés. Comme tu disais, la pipette, la centrifugeuse, avoir des éléments qui, quand on parle quand même à des gens qui connaissent le domaine, qui ne se disent pas, ça paraît un petit peu fumeux, quoi. Là, on a vraiment quelque chose. Non, parce que sinon, il y a des gens qui peuvent bugger. Là, j'ai des amis qui travaillent dans une agence d'identité. Ils ont dessiné des vaches et des moutons. Et c'était pour une coopérative. Et en vrai, les moutons, ils n'étaient pas suffisamment réalistes. Et du coup, ça a complètement bloqué les discussions. Donc, on est obligé, quand même s'il faut aller vite, d'être sur un niveau de vraisemblance qui est soigné, parce que sinon, ça va en fait stériliser complètement le débat et on ne va pas se concentrer sur les bonnes choses. C'est là que l'exercice est quand même un peu exigeant, parce qu'il faut aller vite et en même temps, il faut faire ça vite et bien. C'est comme ça. Et c'est vrai que le temps qui est pris de discussion, d'échange, où des fois on peut trouver ça long,
Mais en fait, c'est vrai que quand on passe à la mise en forme, les idées sont tellement, les contraintes sont nombreuses, les idées sont là. Puis c'est vrai que le designer, c'est un peu sa capacité, sa particularité. C'est qu'il va savoir mettre en forme la solution. Et c'est vrai qu'il y a un peu une fausse bonne idée de se dire on va donner le moins d'informations au designer pour qu'il nous dessine une solution idéale. Mais en fait, c'est faux. Enfin, il faut vraiment que le designer, un designer qui travaille bien, c'est qu'il il intègre un grand nombre de contraintes. Et à partir de toutes ces contraintes, il va très très vite dessiner la solution, puisque la somme de ces contraintes fait que la forme ne peut presque pas être autre chose que celle qu'on dessine. Et c'est l'intérêt de travailler avec des designers comme vous, qui avez de l'expérience, et puis de l'expérience aussi dans ces domaines très pointus. Ça permet vraiment d'aller très vite du coup au dessin. Parce qu'après, bien sûr, il y a beaucoup de travail sur l'application, définir tous les écrans, mais les fonctionnalités globalement sont là. Le produit, la forme, peut-être la taille, la dimension, le dimensionnement est à revoir, mais formellement, ça tient la route. On pourrait garder le même design, je veux dire, si on parle juste de la forme, avec cette caisse avec les bords arrondis. On a pris un MacBook Pro, on l'a épaissi pour dire on va rentrer, mais c'était le même système de charnière, de clapet. Faut pas dire Claire ça. De toute façon, Mac, ils ont tellement tout compris qu'on prend un Mac et puis on transforme. Le version Apple. Alors, dans ce cas, on peut en revenir à Dieter Rams en termes d'inspiration. Oui, après, il y a forcément des designers qui ont marqué leur temps et qui forcément donnent des inspirations on essentielles. va se faire attaquer par Apple. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions en ligne? Alors. Comment ce dispositif pourrait-il être déployé à grande échelle, par exemple dans les contrôles sanitaires, et présenterait-il un rapport coût-efficacité intéressant? Alors, encore une fois, les tests actuels, c'est 2 jours. On parlait de 48, 72 heures. Donc effectivement, là, on arrive à passer un test qui dure, si je compte la manipulation, le temps, à un test qui, tout compris 2 heures. Et mine de rien, le temps, c'est de l'argent. Quelqu'un qui est diplômé, qui est capable de faire des tests dans un labo, on va le facturer 500, 800 euros la journée. Donc vous imaginez, là, le coût, il est immédiat en fait. C'est vraiment le gain en temps. Je ne sais pas si je réponds à la question. Après, le déploiement, nous, c'est vrai qu'on n'est pas allé suffisamment loin dans l'étude pour se dire oui, c'est tout à fait réaliste. Il y a toute la définition du marché. Est-ce que le marché est prêt? A priori, il y a des contraintes réglementaires qui font que ça, on pousse vers ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'étude économique qui a été réalisée de manière fine pour se dire c'est bon, ça fonctionne. Mais effectivement, comme le dit Claire, c'est la contrainte temps passé. Temps qui va vraiment... Après, il faut voir combien coûtent les probes et les réactifs versus les autres techniques qui sont utilisées, parce que les autres techniques, elles utilisent aussi des réactifs, des révélateurs, etc. et du matériel de laboratoire. Là aussi, on gagne aussi, je ne l'ai pas dit de façon claire, c'est que très vite, en fait, comme on éclate la bactérie, le pathogène, il est plus actif. Donc ça veut dire qu'on est potentiellement, mais ça, il faudrait le vérifier, sur des agrémentations de laboratoire qui sont, du coup, on n'est plus sur du P2, mais on peut être justement sur des laboratoires beaucoup plus classiques, en fait. Moins contraints, quoi. Voilà. Où il n'y a pas de fuite de pathogènes. Je ne veux pas vous rappeler des mauvais souvenirs. Mais... C'est bon. Et effectivement, alors, au Design Spot, on est là pour faire une étude de design, on ne fait pas une étude de marché, mais en tout cas, ça contribue aux questions qu'on peut se poser quand on met sur le marché une solution. On a ça aussi en tête, naturellement, ces réflexions, comme tu dis, le temps passé par un vétérinaire ou une personne qui va faire les tests et qui va effectivement, où il va y avoir un coût d'intervention. Donc ça, c'est des choses qu'on a forcément en tête, comme quand on dessine des solutions au niveau du produit. On a des sortes de réflexes de par notre expérience
sur ce que l'on dessine. On fait en sorte de dessiner des choses qui soient réalisables techniquement. Et après, il y a bien sûr des contraintes qu'on ne connaît pas. C'est le nombre de produits qui vont être fabriqués. Voilà, il y a une question de série qui est très importante. Et ça, c'est des notions qui, à ce stade-là, qui ne sont pas suffisamment définies pour répondre clairement à des questions marché. Mais en tout cas, on montre que, par des images, on montre que ces solutions-là, elles peuvent avoir un usage pour un marché. Ça permet de cibler les questions et après d'avoir aussi des retours de potentielles cibles. Oui. Et notamment, là, ce qu'on n'a pas trop montré, on a été un peu rapide, mais c'est que les étapes, en vrai, à la fin, quand vous voyez le protocole, il y a 7 étapes, mais c'est des étapes, elles sont notées 7A, 7B. Parce qu'en vrai, si tu comptes vraiment genre, chaque mini-geste, tu es quand même sur un test à 15 étapes. Et on ne voulait pas faire peur, donc on a fait un peu ce nudge de les regrouper en 7 pour que ça se dise « oh, 7 machin, ça va ». Mais en vrai, on s'est forcé à être réaliste, comme tu le disais. En fait, on sait qu'il faudrait encore réussir à condenser, idéalement, ce test. Typiquement, un test Covid, finalement, en dehors du fait que c'est désagréable de se mettre ce coton-tige dans le nez, les tests antigéniques, je ne parle pas des PCR, c'est très facile à faire. On fait tac-tac, on met ça sur le papier et c'est fait. Nous, idéalement, on arriverait à ce niveau-là de simplicité. Aujourd'hui, ce n'est pas encore possible, mais peut-être que s'il y a d'autres équipes aussi qui sont intéressées à continuer l'aventure, on pourrait réfléchir à comment je passe de ces... 7A, 7B, donc de ces 15 étapes à 5, pour que ce soit encore plus pratique. Donc ça donne aussi des perspectives d'amélioration. Si on avait fait encore le futur, c'est du moyen terme, le futur du futur. Et d'ailleurs, dans nos rêves, c'était ça, c'était le test de grossesse, c'était le machin, le truc, pof, je le plonge dans la fiente de poulet et tout de suite, j'ai mon résultat qui s'affiche sur mon téléphone. Pour demain. Voilà. Ça, c'est les projections idéales. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions complémentaires. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, écoute, Claire, merci beaucoup d'être venue jusqu'ici. Merci d'avoir fait cette présentation. C'était très enrichissant. Nous, on avait déjà collaboré, donc, mais je pense que si en tout cas ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur le projet, n'hésitez pas à nous contacter. Nous aurons aussi donc les prochains événements. Je vais reprendre ma zapette. Les prochains événements. Oui, merci. J'avais mis des images après d'autres choses qu'on faisait en vulgarisation scientifique et technique. Parle-en alors avant que... maintenant que tu les as montrées, tu es obligé. Donc voilà, juste d'autres exemples de vulgarisation. Donc ça, c'est des choses qui sont plus grand public. Donc c'est une exposition qu'on avait fait à la Cité des Sciences, qui était une adaptation du livre Le charme discret de l'intestin. Et justement, l'INRAE était partenaire de l'exposition sur une partie. Et donc là, c'est comment nous, ce qu'on propose en tant que designer, c'est plus seulement la vulgarisation, c'est vraiment la manipulation de certaines notions et donc la conception de dispositifs pédagogiques et d'un parcours de visite. Voilà des exemples. Là, on rentre dans l'intestin avec les villosités intestinales et on va découvrir tout ce microbiote intestinal composé de bactéries, de beaucoup de bonnes bactéries, de probiotiques et de virus. J'ai vu l'expo d'ailleurs, c'est très sympa. Ouais, c'était rigolo. Les enfants ont tout cassé. Mais... et donc là, d'autres choses qu'on peut faire, c'est cette fois-ci plus pour de la R&D privée, c'est partir de résultats de laboratoires R&D. Donc là, en l'occurrence, c'est des technologies de sécurité. Je peux en parler parce qu'ils ont publié et ils ont communiqué sur ces questions. Où ils arrivent à intégrer dans le feuilletage du verre des composants fins. Et du coup, c'est de se dire, maintenant qu'on a cette possibilité-là, qu'on peut faire ça, mais en vrai, qu'est-ce qu'on en fait ? Et du coup, c'est là qu'on intervient en se disant, mais tiens, ça pourrait donner telle possibilité à un constructeur comme Renault, comme Audi ou BM, pour pouvoir proposer des choses. Et donc, on va aller projeter et puis maqueter. Donc, et vérifier que l'usage fonctionne. Parce que ce n'est pas évident de mettre des choses dans un pare-brise, notamment là on peut mettre des boutons, faire des choses capacitives. Est-ce qu'on arrive bien à les toucher? Est-ce que ça a du sens? Et donc là, ce qu'on a, c'est qu'on a loué une voiture, on a commencé à faire des tests comme ça. Et après, ils ont loué la même voiture en Allemagne, là où ils ont le centre de R&D, et on est retourné avec eux et leurs ingénieurs
pour travailler. On a mis des petites personnes dans la voiture, on a mis des grandes personnes dans la voiture. Et on a testé comme ça avec un panel d'usagers, effectivement, les scénarios d'utilisation qu'on pouvait projeter. Et on a travaillé avec des outils qui permettaient aux constructeurs de faire un peu leur propre pare-brise, dans une idée aussi que Security, c'est un équipementier, mais après, il faut convaincre Renault et ceux qui vont faire le design des automobiles que ça va être intéressant en termes d'usage ou en termes d'expression de la marque. Et donc là, c'est des petits boutons, des petits écrans qu'on va coller sur un pare-brise qui est vierge pour dire, bah voilà, moi, Renault, mon pare-brise, il va ressembler à ça. Donc... c'est un kit de conception. C'est un kit de maquettage en collaboratif pour faire du co-design se connecter. Et ça, c'est la version après qu'on avait fait toujours avec vous. Où là, pour le coup, c'était très important d'arriver à la fin sur un argumentaire commercial. Donc, il y avait eu autant pour le premier, c'était plus la projection produit ou service. Autant là, c'était quelle offre ça permet de faire, pourquoi c'est intéressant. Et donc, on était un peu plus sur du design d'offre, en fait. Et voilà, et là, c'est sur tes prochains événements. Donc, je te rends la manette. Je t'avais caché quelques slides comme ça. Bien vu. C'était bien important de montrer aussi d'autres projets réalisés par Atelier Universel. Ça permet de bien comprendre votre métier. Donc, la prochaine rencontre, ce sera donc avec William Boujon de l'agence Bold Design sur le projet Mookie que nous avons réalisé avec c'était Brice Burger et Mohamed Chaouch du CEVALIST. 29 février, voilà, vous serez les bienvenus. Et c'est une agence assez cool, ils font vraiment des trucs chouettes. Ils sont plus spécialisés dans l'impression 3D, donc ils sont très techniques aussi. Très très chouette et super projet, c'était vraiment génial. Le 6 mars, la conférence sur les nouveaux territoires du design, plus spécifiquement sur l'enseignement, avec Frédéric Pain, et directrice de l'atelier, l'ENSI des ateliers, et conférence qui sera animée par Vincent Créance. Et cette conférence se trouvera à Centrale Supélec, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. En face. Voilà, pas très loin du Lumen. Merci beaucoup, à très bientôt pour la prochaine rencontre. Au revoir.